Il y a un foyer ici, là-dessous, et lui est presque entièrement fouillé. Mais il reste encore des traces, donc c'est pour ça que quand vous allez démonter, à un moment donné, vous verrez sortir les traces du foyer qui sont là-dessous. Ça, c'est le foyer 24. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va finir le nettoyage de cette zone. Vous démotez doucement, en faisant gaffe de ne pas crever la bâche en dessous. Un petit coup de balai, hop, et puis on y va, on part de là jusque là-bas. Et dès que c'est bien nettoyé, on découpe la bâche et là, on est directement sur le sol, quoi. Voilà. Comme vous voulez, c'est sûr que je peux faire aller nettoyer là-bas, là pas longtemps. L'important, Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter des piquets. D'accord. Autour, qui vont être nos points de référence intermédiaires, auxquels on va donner des noms, on va les shooter, Ouais, tu vois. On va prendre leurs coordonnées, tu vois. Et comme ça, après, on va essayer de les transformer en référence aussi, comme là. Ouais, ok. Et on refort un truc. Voilà, c'est la manip qu'on peut faire. On peut le faire avec la clé USB, le mettre dans une database et après exporter dans la clé USB. Et après importer et réimporter dans la station. Mais là, on peut essayer de le faire manuellement. Ouais. On fait ça comme un exercice. Oui. Allez, j'y vais. C'est bon? Oui. Pardon? J'avais une question ici. Oui, j'arrive. Tu grattes comme ça, et dès que c'est dur, ça s'arrête. Tu t'arrêtes, tu vois. Et là, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Bon, je pense que tu as pas mal. Tu peux prendre un outil peut-être un peu plus. Ok. Un peu plus rigide, et toi, il a un peu trop souple. Ok, d'accord. Tu vas être plus efficace. Même si tu l'es déjà, peut-être. Merci. Alors, Tiens, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, je vois. Ok, c'est bon. Donc j'en mets un autre ici, là. Yes. en 6 par 8, ça vous en avez en tout cas. 180 grammes. Et vous en avez plusieurs? 2, d'accord. Bon, écoutez, c'est toujours bon à savoir. Ok, bah écoutez, merci beaucoup madame. Bonne journée à vous. Au revoir. Et là, avec les orages qu'il prévoit, nous, si ça prend la flotte, ça se ravine et ça fout tout en l'air. Voilà. Oh bah c'est gentil. On a pu récupérer une 12 par 8. Donc Ah, super. Donc ça en fait 2. Avec celle-là. Avec cette qu'on a là, donc ça, on est calé. Et une 8 par 10, je crois. Ok, et le poids, c'est des lourds d'abord. C'est des lourdes. Là, c'est les 240 grammes au mètre carré. C'est des bâches de couverture, en fait, c'est ça. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux, ça devient dur à trouver. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, il faut, parce que, de toute façon, tu sais quoi? Oui. Il n'y a pas de problème. Quoi. Si on en a besoin, il faut faire ça l'hiver, en fait. Je veux te dire, en Dordogne, si tu veux, des bâches de couverture, si tu veux, il y en a plein. Hein. Alors du coup, ça va quand même être un peu sioux ici. Ouais. Tu vois? Ça va pas être évident. On va devoir bien réfléchir à ce qu'on fait, hein, parce que T'as raison. on n'a pas. Là, il aurait fallu une 15 par 10. C'est sûr. On n'a pas de 15 par 10.
ce domaine, ça s'appelle une campagne ici, appartient à André Bouscaras, le père d'Éric que vous avez vu hier, qui est le propriétaire du terrain. Son père était exploitant. Et lui, cet homme, André, de son petit nom, aurait certainement voulu être archéologue. Alors évidemment, ça a du sens pour nous, parce qu'en fait, c'est parce qu'il s'intéresse à l'archéo qu'il va découvrir le site. Donc en 61, à la fin 61, il arrache des vieilles vignes. Et surtout, pour la première fois, du coup, il arrache des vignes avec des engins mécaniques lourds. Et en fait, avec une défonceuse. Parce que jusqu'aux années 50-60, il laboure à 20 cm maximum, quoi. Donc en fait, c'est la terre arable qui est écrétée. Et là, il passe le labour à 60 cm. C'est la première fois que ça défonce aussi profond. Donc en fait, quand vous regardez des cartes archéologiques qui ont été fabriquées dans les années 20, 30, 50, 60, soit 70, on a une explosion de sites dans les années 50-60. En fait, ça sort partout, quoi, avec la mécanisation. Avant, donc, il labourait dans ce sens-là. Et à partir des années 60, ils ont labouré dans ce sens-là. Et on ne sait pas exactement où ils trouvent les premiers indices, mais on est sûr, parce qu'on a retrouvé des traces, que par là, il a touché une pierre. Et on sait aussi qu'il a dû toucher en haut. Donc en fait, il a touché aux deux endroits où le niveau, évidemment, était le moins enfoui, quoi. Et heureusement, lui, il se rend compte que c'est de la préhistoire, parce qu'il trouve des silex, etc. Et heureusement, la préhistoire ne l'intéresse pas. Et Guy Morin, lui, était un amateur aussi, mais qui s'était pareil, passionné pour la préhistoire. Voilà. Il avait commencé à faire des fouilles, et notamment, et ça c'est pas inintéressant pour nous, en 58-59, il a été fouillé avec un jeune type qui commençait à faire des fouilles, qui s'appelait Henri de Lumelay. Et il se trouve que de Lumelay à la Bonbonne est influencé certainement par ce qui est en train de se passer ailleurs, et notamment à Arcy-sur-Cure avec le roi Gourand, c'est de trouver des habitats préhistoriques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que Guy Morin, lui, il vient fouiller là et il voit quelqu'un en train de chercher des structures d'habitat, en 58-59, et qui utilise des méthodes de fouille que lui-même a appris d'un certain Georges Laplace, qui va devenir aussi lui un préhistorien célèbre, qui les a élaborées avec un certain Louis Méroc, qui fouillait lui à Montmorin, à côté de Toulouse. En fait, c'est le moment en gros où se met en place la préhistoire moderne, au niveau méthode. Il y a 3 écoles de fouilles, en fait, grosso modo. Il y a Arcy-sur-Cure avec le roi Gourand, il y a Le Pêche de Laz et d'autres, et Combe-Grenal, etc. avec Borde, et Montmorin avec Méroc. C'est les 3 lieux, je dirais, où on apprend la fouille moderne. C'est en gros repérage cartésien de tous les artefacts, le fait que quand on fouille un site, on le détruit, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez par cœur, parce que c'est là-dedans que vous baignez. Et de fait, ça s'est inventé à la fin des années 40, début des années 50. Donc c'est de très très bonnes archives, les archives Morin. Lui, il fouille 60 mètres carrés, il est gaillard parce qu'il est quand même tout seul, donc il fouille ça en 2 mois. Sachant que lui, à l'époque, il n'y a pas de tractopelle, donc il part à la pioche depuis le sommet. Bon, ça laisse dire aussi qu'il ne fouille pas hyper finement. Enfin, c'est fin, mais c'est pas non plus, parmi il ne tamise pas. Morin, lui, son métier, c'est qu'il est représentant en pâte alimentaire. Et qu'au bout de 2 mois, sa femme lui dit bah, écoute, maintenant, finis le congé sans solde, rentre à la maison. Enfin, c'est ce qu'il racontait, mais peut-être un peu par misogynie, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Morin, il fouille là-haut, il fouille 60 mètres carrés. Comme je le dis, malheureusement, il ne publie pas ou très peu. Donc le site passe inaperçu. On a décidé avec Romain de reprendre des fouilles ici en 2000. Et nous, notre problématique au départ, c'est vrai que Romain, on se disait au moins, on va essayer de comprendre pourquoi un site de plein air comme ça est si bien conservé. Au départ, c'était ça notre problématique. On ne pensait pas que le site était aussi grand en fait. Et ça, c'est d'ailleurs une leçon que vous devez tous avoir en tête, c'est que quand on commence un site, on ne sait jamais combien de temps on va rester. Au départ, nous, sincèrement, on pensait qu'on allait rester 2-3 ans, qu'on allait contextualiser pourquoi le site est conservé, et qu'éventuellement, on allait créer un modèle qui nous permettrait d'en chercher ailleurs. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, les 60 mètres carrés n'étaient que 10% du site. Actuellement, on est à peu près sur une estimation de 600 à 700 mètres carrés de conservés, quoi, grosso modo. Et puis un jour, Éric Bouscaras, bien gentiment, est arrivé nous voir. On se connaissait à peine à l'époque avec Éric, le propriétaire. Moi, je l'avais croisé, il m'avait signé l'autorisation de fouille. Vous savez que pour faire des fouilles, il faut forcément que le propriétaire autorise. Mais on ne se connaissait pas plus que ça. Il était venu, ok, je suis le papier, faites vos trous, t'as bien. Et puis un jour, il arrive, il nous voit creuser à la pelle et à la pioche, on n'est pas tractopelle, quoi. Et il nous dit, mais quand même, vous creusez pas au tractopelle? Non, on a dit, bah si, ce serait vraiment bien, quoi. Voilà. Et parce qu'en fait, moi, je reconnais que ça, c'est un peu ma naïveté. J'avais pas osé, chez quelqu'un que je connais pas, débarquer au tractopelle. C'est pas si évident que ça, débarquer dans le champ de quelqu'un qui déjà gentiment autorise qu'on fasse des fouilles chez lui. Mais dire, ben, par ailleurs, je vais vous retourner votre champ à coup de tractopelle, j'avoue que je le connaissais pas assez pour être sûr qu'il allait accepter, quoi. Et en fait, c'est lui qui nous a proposé en disant, bah si, bah prenez un tractopelle. Et à l'époque, il y avait un gars qui travaillait qui louait des tractopelles, là, qui était juste derrière, là.
Il nous a loué un tractopelle comme en branlant, une espèce de truc avec le bras, il était comme ça. On aurait dit un tractopelle épileptique, mais avec un très bon chauffeur. Et le gars, on n'avait pas beaucoup de sous à ce moment-là. On lui a dit, ben voilà, on vous donne, je crois, 1000 francs. Il dit, ok, je peux venir passer une demi-journée avec vous. Bon, d'accord. C'est cher le tractopelle. Hein. Enfin, il faut voir que c'est un des plus gros budgets de la fouille, hein, le tractopelle. Donc il est venu et là on a joué un peu à la bataille navale. Quoi. Il a fait des trous partout. Bam 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 bam. Là on lui a fait faire des bandes, mais on pouvait pas faire des grandes tranchées parce que si, une tranchée c'est long à faire. Hein. Et comme on n'avait qu'une demi-journée, donc on a fait la bataille navale. Et heureusement, à un moment donné, la bataille navale a payé. Juste à peu près, un peu au-dessus du tas de déblais, là comme ça, paf, on a trouvé une pierre, un silex, un foyer. Là aussi, on a été bien soutenu par le ministère de la Culture, parce que notamment par Pierre Arnaud de la Brive, qui est toujours au ministère de la Culture ici en Occitanie orientale. Parce que le résultat de la première année de fouille, c'était quand même 11 silex, quoi. Dont 10 font moins d'un centimètre. Donc il fallait vraiment qu'il ait confiance pour dire ok, on vous redonne une année d'autorisation. Hein. Il était vraiment sympa hein, parce que ça, il était confiant et il a bien fait son travail de soutien quoi, parce que c'était pas très rentable. Hein. C'est les silex qui ont coûté le plus cher au monde. Quoi. C'est la chips, chaque chips vaut, j'avais calculé à l'époque, elle valait, je sais pas, 400 francs la chips. Enfin, c'est un truc, tu vois, ça vaut très très cher. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à trouver. Et l'année suivante, en fait, là, pour le coup, on a pris le taureau par les cornes, on a fait venir le tractopelle un peu plus longtemps, on a mis plus d'argent sur le tracto. Il a fait là des grandes tranchées, et là, on a retrouvé la fouille marron. Peut-être qu'il est temps d'aller manger. Non. Donc, 8h34.